Dans les années 70, quand le PQ était à son meilleur, la Suède était un modèle pour des nouveaux programmes sociaux, des nouveaux organismes gouvernementaux. C'était le modèle socialiste du monde. Est-ce que la Suède pourrait encore être une inspiration pour un Québec aujourd'hui qui est dans le trou? Éric Duhaime, salut. Salut. Il y a un parallèle à faire entre la Suède et le Québec, vraiment. Absolument. On est en train de vivre 20 ans plus tard un peu ce que la Suède a vécu il y a 20 ans. Faut se souvenir que la Suède, c'est un pays qui, faut remonter à l'après-guerre, parce que la Suède, c'est un pays qui était resté neutre pendant la guerre, et c'est un pays qui n'a pas été bombardé, qui n'a pas été envahi, et qui a profité du boom de la reconstruction de l'Europe, et qui a créé beaucoup de richesses à cette époque-là, avec un gouvernement de taille relativement petite. C'était similaire aux États-Unis de l'époque, juste pour vous donner une idée. Au début des années 70, c'était très, très riche. C'est ça. Donc, c'est un pays qui avait accumulé beaucoup de richesses. C'était devenu le 4e pays, en fait, en termes de richesse au niveau du monde. C'était le 4e pays le plus riche au monde en 1970. Après ça, par exemple, ça s'est dégringolé quand les socialistes sont arrivés au pouvoir puis ont mis leur modèle de social-démocratie en œuvre. Le pays a dégringolé de la 4e à la 9e place en 90 puis à la 14e place en 97. Donc, il y a eu clairement un déclin. Ce qui est arrivé, c'est que les sociaux-démocrates sont arrivés avec un modèle qui a servi beaucoup, comme tu as dit, d'inspiration au Parti québécois, particulièrement en 1974. Mais c'est beaucoup de dépenses gouvernementales, des nouveaux programmes, des nouvelles structures gouvernementales. C'était un modèle de concertation entre les syndicats, le patronat et le gouvernement centralisé. C'était d'ailleurs l'inspiration. Le Parti québécois en 1974 avait un programme, Quand nous serons vraiment maîtres chez nous, qui était clairement un calque de ce qui se passait en Suède à l'époque. Mais ce qui s'est passé aussi pour le portefeuille du travailleur, c'est que ces taxes sont passées de 40 à 65 en moyenne en 20 ans, entre 70 et 90. Puis la taille de l'État dans l'économie est passée de 30 à 60 Bon, les dépenses gouvernementales, l'augmentation des dépenses, on peut voir le tableau là-dessus, ils ont presque perdu le contrôle. Ils ont perdu le contrôle et ce que ça a eu comme impact, c'est que ça a eu des impacts économiques majeurs. Là. On parle d'une dette, d'une déficit qui est devenu hors contrôle. On parle d'une baisse de la monnaie. La monnaie a été dévaluée. On parle de l'inflation qui a augmenté, la productivité des travailleurs qui a baissé parce qu'il n'y avait plus d'incitatifs à travailler. Puis il y a tellement de taxes qui se disaient, je suis aussi bien de rester chez nous à partir d'un certain nombre d'heures. Ça valait même pas la peine de travailler. Bon, on arrive en 1990. Le crash. Ça pète. Ça pète. Mais ça ressemble... Au Québec, ça pète aujourd'hui, ça pète. On frappe le mur. Et là, le gouvernement ne sait plus où aller chercher de l'argent. Ils sont rendus taxés à 65-70 À un moment donné, tu peux plus égorger le monde. Là, ils arrêtent de travailler tellement que tu es taxes. Donc, il a fallu qu'ils fassent une solution. Et là, ils ont proposé un régime minceur qui était essentiellement sur 4 grands points majeurs, qui était d'abord une baisse de taxes, une déréglementation, une ouverture au commerce, donc des libres-échanges, des barrières commerciales, puis finalement de la privatisation de plusieurs sociétés d'État. Donc, ces 4 éléments-là vont servir de base au régime minceur. La baisse de taxes, là, pour vous montrer, c'est un pays qui avait augmenté ses taxes, comme je l'ai dit, qui avait plus que doublé dans les 20 années précédentes. Et bien là, à partir des années 90, on a connu exactement l'inverse. Là, il y a eu une baisse de taxes marquée. Vous allez voir le tableau. On le voit, la courbe des taxes est extraordinaire. Elle raconte l'histoire de la Suède. C'est une montagne. On voit dans les années 70, ça part... Puis après ça, ils ont redescendu dans les années 90. Ça reste quand même élevé, là, mais pour ce qui concerne, quand même, c'est un taux de taxation de 50 Mais pour ce qui est des privatisations, ils ont privatisé quoi exactement? Ben écoute, comme privatisation, là j'ai fait un tableau où je montre les principales choses qu'ils ont privatisées parce que la liste est trop longue, là, puis on n'aurait pas le temps d'en parler au complet. Mais grosso modo, là, pensez que les régimes de pension ont été en partie privatisés, un peu comme le modèle chilien, c'est-à-dire que les travailleurs, une partie de leur RRQ, comme ici au Québec, au lieu de comme si on privatisait la Régie des rentes. C'est comme si on prenait une partie de ce que vous donnez à la Régie des rentes, puis au lieu de le donner au gouvernement, vous le mettriez dans votre REER. Okay? C'est grosso modo, c'est un compte d'épargne retraite qu'ils ont créé. Les écoles? Après ça, les écoles, 80% des écoles en Suède aujourd'hui sont privées et les gens ont des bons d'éducation. Les parents magasinent l'école pour leurs enfants en fonction de la qualité puis des demandes qu'ils ont spécifiques. Le système de santé, on en a parlé un peu plus tôt, un système de santé parallèle public-privé qui permet justement une entrée de capitaux extérieurs, que c'est plus le gouvernement qui est obligé de payer puis que les gens ont accès à des soins puis ont amélioré une qualité en fonction de leurs besoins puis de leur portefeuille. Finalement, le transport en commun, ils ont privatisé une partie du transport en commun parce qu'il n'y avait plus moyen aussi de payer des salaires et des syndicats qui coûtaient une fortune. Ce qui nous a amené là, en ce moment à ce mur auquel on fait face au Québec, c'est la récession. Comment la Suède est passée au travers de la récession mondiale qu'on vient de vivre? Bien, écoutez, ils ont appris de leurs erreurs. Hein. Au lieu de faire comme nous, là, puis de commencer à subventionner des entreprises artificiellement, comme on a fait avec les grands de l'automobile ici, autant le gouvernement du Canada que le gouvernement de l'Ontario que le gouvernement des États-Unis, bien, eux, ils ont Saab, la compagnie l'automobile Saab, ils ont refusé de les subventionner. Ils ont dit à GM, qui est
propriétaires de sable, si vous voulez les fermer, fermez-les. Nous autres, le gouvernement, on ne mettra pas une scène là-dedans. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour passer au travers de la récession actuelle? Ils ont dit on baisse les taxes. Chaque travailleur en Suède aujourd'hui, depuis le 1er janvier, il vient de recevoir 40 piastres de baisse de taxes par mois plutôt qu'une augmentation comme le Québec s'apprête à le faire. Ça a été ça le modèle, la recette suédoise. Ça fonctionne. L'économie de la Suède est en croissance. Sauf qu'en 1990, là, ils ont viré le paquebot. Ils ont viré le paquebot, puis ils n'ont pas viré de bord. Courageuses. Puis ils ont continué, ils ont maintenu le cap, c'est ça. Il n'y a pas eu de rechute. La Suède continue, même aujourd'hui, en temps de récession, elle continue d'appliquer son régime minceur, elle continue à faire preuve de rigueur dans l'administration publique, puis les contribuables suédois en ont pour leur argent. Est-ce qu'on est confiant qu'on va avoir un budget comme ça au Québec? Si je tente les mains de notre gouvernement actuel. J'espère qu'ils vont regarder un peu du côté de la Suède, mais pas celle des années 70, celle d'aujourd'hui. J'ai peur. Je suis inquiet.